Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour cette conférence virtuelle sur justement ce thème, donc comment s'y retrouver dans la télédéclaration du BSI. Donc, vous êtes à peu près 500 à être attendus pour ce webinaire. Pour l'instant, vous êtes 37 présents. Donc, ça me laisse l'occasion pour moi de me présenter, puis aussi donc de présenter la personne qui est derrière moi, que je ne vois pas, que vous ne voyez pas non plus, et qui s'appelle Soraya. Donc voilà, donc pour ce webinaire où nous parlerons de la télédéclaration, vous aurez donc tout un déroulé que je vous présenterai. Et si toutefois vous avez des questions tout du long, vous pouvez les poser donc au niveau de l'onglet questions et Soraya me les fera remonter. Et donc nous prendrons un temps pour pouvoir y répondre un peu plus tard. Donc le BSI est arrivé donc avec l'avenant numéro 6 et cet avenant a changé un petit peu certaines choses au niveau donc de la dépendance et même au niveau de notre travail en tant qu'infirmière. Donc je suis moi-même infirmière libérale, bien évidemment, et je suis aussi formatrice. Et c'est parce que, justement, en tant que formatrice, j'ai eu à me pencher vraiment sur ce qu'était le BSI, sur ce qu'il impliquait, que du coup, effectivement, je veux bien participer à vous le présenter. Donc, ce webinaire va durer 1 heure et donc au programme, on verra l'ensemble des volets de la télédéclaration. Alors, le programme de cette formation en webinaire, c'est que nous allons voir ensemble que le BSI est tout simplement une photographie de votre patient. Que la télédéclaration, c'est une déclaration que l'on fait de loin. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous verrons nos moyens, les moyens que nous avons actuellement pour faire une télédéclaration. Et nous verrons quels sont les volets à remplir et comment. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer. Faire une télédéclaration du BSI, c'est votre quotidien. Votre quotidien que vous faites entre collègues, quand vous vous posez sur les situations de vos patients et que vous dites, voilà, ce monsieur, il vit seul, sa fille vient 2 fois par semaine ou il n'a pas de famille. Donc, je tiens premièrement à vous rassurer que cette photographie du patient, vous la faites en permanence. D'accord? Cette photographie que vous faites en permanence, c'est la situation de votre patient, sa situation clinique. Sa situation clinique, sa situation familiale, sa situation physique, sa situation psychologique. Tout ça, vous le faites tout le temps.
Et je tiens à vous dire que nous en avons tous fait en tant qu'infirmière une montagne de ce BSI en se disant mais qu'est-ce que ça va nous dire, ça nous flique, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. En fait, ils veulent la photo des patients, de nos patients de plus de 90 ans. Pourquoi? Parce qu'en 1970, les patients de plus de 90 ans en France, c'était 50 000 personnes. Depuis 1990, on est passé à plus de 56 000 personnes. Et là, dans les années 2020, nous sommes à plus de 60 000 personnes. Donc, la proportion de la population de plus de 90 ans ne cesse de grandir et de s'accroître. Il faut donc du personnel, il faut donc des personnes compétentes et formées pour pouvoir s'occuper d'elles. Mais effectivement, pour pouvoir dire quelle est la réalité des choses et pour pouvoir financer ces prises en charge. Donc la photographie de votre patient, eh bien effectivement, en tant qu'infirmier, on est les mieux placés pour le savoir. On est les mieux placés pour voir les maladies qui viennent de temps en temps, les chutes à répétition, les risques de iatrogénie avec les médicaments. C'est pour ça que le BSI a été mis en place. Donc, le plus dur, c'est de définir ce qu'est une situation de dépendance. Une situation de dépendance, c'est tout simplement si vous ne faites pas ce que vous faites pour votre patient, eh bien, il ne peut pas rester à son domicile. Alors au début, vous allez vous dire, c'est très tendancieux avec les médicaments. Donner les médicaments, si je viens pas les lui donner, il peut ne pas rester à son domicile parce qu'il ne prendra pas ses médicaments, il va augmenter sa tension, il va faire un AVC, son insuffisance cardiaque va être majorée. Donc, effectivement, ce patient est dépendant sur le plan de sa prise des médicaments. Mais vous avez des patients qui sont dépendants pour les médicaments, pour le repas, pour l'aide à la toilette, pour l'incontinence. Ils sont dépendants parce qu'ils ne peuvent pas sortir tout seuls de leur lit parce qu'ils peuvent chuter. Donc en fait, globalement, la photographie de la dépendance de votre patient, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est fait au domicile de mon patient qui fait que si je ne le fais pas, il se retrouve hospitalisé. De ce fait, vous comprenez qu'on doit tenir compte de la famille. Si ce patient est seul et veuf, cela aura un impact. S'il vit chez enfants, cela aussi aura un impact. Et l'environnement, est-ce que l'environnement est adapté? Si la douche est à l'étage et que votre patient ne peut pas monter les escaliers et qu'il n'y a pas une réadaptation de son environnement, l'environnement devient inadapté. Si votre patient est en fauteuil roulant et que vous ne pouvez pas accéder au cabinet de toilette ou à la salle de bain, l'environnement devient inadapté. Et puis nos personnes de plus de 90 ans, selon leur histoire de vie, parfois ils ont eu des enfants qui ont eux-mêmes ont eu un handicap. Donc quand vous avez des personnes qui ont plus de 90 ans et qui n'ont pas d'entourage propre pour s'occuper d'eux, cela devient problématique. Et puis, il y a aussi tout simplement la capacité à supporter le vieillissement. Vous avez des personnes qui vont très bien accepter que, bon ben voilà, je suis déjà tombée 2 ou 3 fois à cause de ce joli tapis de Lady Di dans mon salon. Bon, eh ben j'accepte qu'on enlève le tapis de Lady Di de mon salon. Oui, je me suis déjà retrouvée au sol plusieurs fois. On me parle de mettre une télé-alarme avec un bracelet. Effectivement, peut-être que pour moi, c'est mieux que j'accepte. Puis oui, c'est difficile maintenant pour moi de faire le repas. Donc oui, j'accepte que l'on mette en place un portage de repas. Donc en fait, quand vous faites votre BSI, vous témoignez auprès de la CPM quelles sont les capacités de vieillissement de votre patient, mais aussi comment il accepte la situation. Cela signifie que quand vous faites votre BSI, vous devez connaître votre patient. Vous devez savoir ce qu'il attend de vous. Est-ce qu'il veut rester chez lui le plus longtemps possible? Et comment la famille supporte cette prise en charge. Télédéclaration. Télé, ça a toujours signifié que c'est quelque chose
qui se passe loin. Ça se passe loin, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Alors au début, nous avons tous connu, enfin, je dis tous, pour ceux qui font du libéral depuis plusieurs années, les visites d'infirmières du conseil régional général pour évaluer les situations. Sauf que ces infirmières, elles évaluaient les situations au dire des patients, c'est-à-dire qu'elles demandaient aux patients, est-ce que vous arrivez à faire votre toilette? Le patient pouvait dire oui, alors que ce n'était pas spécialement lui qui faisait sa toilette. Ce qui signifie que par manque de moyens ou par des moyens utilisés assez approximatifs, eh bien, nous avions effectivement des évaluations qui étaient soit surévaluées ou sous-évaluées. La télédéclaration du BSI comporte derrière un logarithme, c'est-à-dire que quand vous cochez certains items correspondant à la situation de votre patient, vous remplissez comme une calculatrice qui va automatiquement dire si votre patient a un degré de dépendance léger, moyen ou fort. Donc en fait, quand vous faites votre déclaration et que vous énoncez les faits, eh bien il se passe automatiquement un calcul de la charge en soins de votre patient. Bon, alors tout ça, ça paraît bien théorique. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez deux patients pour lesquels on vous appelle. Vous avez Madame Y, mariée, 3 enfants qui vivent à proximité et qui a fait un AVC. On vous appelle pour venir surveiller sa bonne prise de médicaments et notamment ses anticoagulants. Vous arrivez chez elle le premier soir et vous trouvez les médicaments apportés, une famille qui vous aura dit de quoi vous avez besoin, dites-nous, est-ce qu'il vous faut un semainier, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Ça, c'est chez Madame Y. Le mari qui vous dit, ma femme, je l'aide, je fais ceci, etc. Et vous allez chez Madame W pour la même pathologie, mais qui par contre est veuve. Ses enfants, il y en a un au Canada, l'autre dans le sud de la France. Et vous arrivez et vous trouvez votre Madame W assise sur sa chaise au salon avec avec l'ordonnance de sortie et rien n'aura été fait. Eh bien, dans votre BSI, dans votre télédéclaration, vous allez pouvoir énoncer que du coup, cette dame-là, elle marche mal, elle ne comprend plus trop. Du coup, nous sommes intervenus pour aller chercher ses médicaments, le semainier, lui donner les médicaments. Donc, vous voyez que entre les deux patientes pour la même pathologie, vous vous êtes retrouvés à en faire plus pour l'une et moins pour l'autre. Parce que dans votre télédéclaration, vous allez aussi dire vos actions qui permettent de combler la dépendance de votre patient. Donc, vous allez énoncer les faits de manière objective et l'énonciation de ces faits va être enregistrée dans la télédéclaration et va automatiquement générer à la fin de toute cette déclaration le niveau de dépendance de votre patient. Ce qui permet de donner une information beaucoup plus fiable. C'est-à-dire que vous avez des patients, comme je vous le disais, qui vont majorer leur situation. Ah non, moi je ne peux pas. Ah non, je ne sais pas faire. Ou d'autres qui vont dire, ah oui, 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 c'est moi qui fais, je suis autonome, alors que c'est vous, infirmière, qui allez faire. Donc le côté valorisant de la télédéclaration du BSI, c'est que c'est nous, infirmiers, qui disons réellement ce qui se passe. C'est nous réellement, infirmiers, qui témoignons de la situation que vivent les patients. De ce fait, j'ai envie de vous dire que les informations que vous allez énoncer, il est bon pour vous d'avoir un dossier de soins dans lesquels vous allez les tracer. C'est parce que
elles seront tracées, que ça vous aura permis d'avoir une évaluation juste, en fait. Donc, cette justesse de votre évaluation pourra toujours être vérifiée et vérifiable dans votre dossier de soins. J'entends par là qu'il y a des infirmiers qui, voulant absolument obtenir un BSC, ont décrit des personnes complètement grabataires, alors que ce sont des patients qui vont chez le coiffeur, qui se baladent, qui font leur marché. Ça ne peut pas être accepté et ça ne peut pas être entendable d'infirmiers que nous sommes. Nous devons véritablement affirmer des choses justes et vraies. Les moyens de cette télédéclaration. Télédéclaration de loin, donc je nous imagine mal, on est 100 000 infirmiers à domicile, je nous imagine mal les 100 000 infirmiers débarquer auprès des CPAM pour leur décrire les situations de chacun de nos patients. C'est pour ça que cette télédéclaration est dématérialisée. En fait, vous allez d'abord vous connecter à votre espace Amélie Pro. Votre espace Amélie Pro, c'est un espace dont vous bénéficiez grâce à votre CPS, votre carte de professionnel de santé. C'est un espace, donc je suppose que vous avez entendu beaucoup parler des données personnelles et confidentielles des patients. Et ces données, en fait, sont une mine d'or. D'ailleurs, il y a eu un petit souci récemment avec certains hôpitaux qui se sont fait, entre guillemets, braquer les données sensibles de leurs patients. Donc, en fait, quand vous êtes sur l'espace Amélie Pro, vous êtes sur un espace protégé. Sur cet espace protégé, vous allez pouvoir remplir votre télédéclaration en toute sécurité. Normalement, personne ne viendra craquer. Pourquoi? Parce que vous allez devoir énoncer le numéro de sécurité sociale de votre patient. Du coup, on va savoir qui c'est. Vous allez devoir énoncer aussi dans cet espace, pas spécialement son adresse, mais le médecin traitant et surtout toute la situation médicale de votre patient. Donc, vous allez vous connecter via votre CPS. Vous allez pouvoir donc vous connecter via votre CPS. Vous allez rentrer un code de confirmation pour votre CPS. Mais par contre, il faut savoir que cette connexion Amélie Pro est impossible pour les remplaçants. Alors du coup, vous allez me dire, comment on fait le jour où on est en vacances et que l'infirmière, on a une remplaçante, comment elle fait du coup pour lancer et savoir quel est le type de dépendance de notre patient? Eh bien, la sécurité sociale a prévu une calculatrice que vous pouvez avoir tout simplement sur votre téléphone. Vous allez sur Google et vous tapez les mots-clés calculatrice, BSI, administratif, c'est 3 mots. Et là, vous tomberez sur une version miniature du BSI qui permettra de balayer les différents volets qu'on va voir par la suite et donc de pouvoir quand même déterminer si votre patient est dépendant de manière légère, intermédiaire ou maximale. Donc, les remplaçants n'ont pas accès à l'espace Amélie Pro, mais via leur téléphone, ils pourront quand même faire cette évaluation. Donc, cette évaluation ne va pas équivaloir à une télédéclaration, mais ça permettra une évaluation correcte du patient. L'outil informatique, donc comme je vous l'ai dit, Amélie Pro pour la sécurisation des échanges. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que nous devons être justes dans ce que nous déclarons. Donc, quand vous allez faire un BSI, c'est que votre patient aura une situation, une ordonnance avec une situation de dépendance. Du coup, vous reconnaissez une situation de dépendance, aide à la toilette, surveillance hebdomadaire, vous reconnaissez ça. Vous ne demandez plus au médecin une ordonnance pour démarche de soins ou BSI. Vous allez directement sur votre espace Amélie Pro pour commencer à établir votre télédéclaration.
Une fois que vous avez fait toute cette télédéclaration, ça vous demande d'en envoyer la synthèse au médecin traitant. Le médecin traitant aura 5 jours. 5 jours ouvrés pour vous dire s'il reconnaît votre patient derrière ce que vous avez décrit ou pas du tout. S'il ne reconnaît pas le patient, il peut vous dire ah ben non, non, on se trompe, moi je parle de Madame Martin qui marche et non de la Madame Martin grabataire. On ne sait jamais. Mais si au bout de 5 jours, le médecin n'a pas répondu, ce n'est pas bloquant. Vous pouvez quand même poursuivre et envoyer de manière définitive. Je vous ai parlé d'envoi, donc vous êtes d'accord avec moi que quand on écrit un email, on est censé avoir une adresse. Là, il faut savoir que c'est la CPAM qui se charge de tout. C'est-à-dire que c'est la CPAM qui, via les informations du médecin traitant et du médecin prescripteur, se chargera de leur envoyer à eux sur leur boîte mail sécurisée. Donc, pas besoin de vous affoler. Si le médecin n'a pas sa boîte mail sécurisée, cela n'est pas du tout un problème pour vous. Alors, la partie administrative. La partie administrative, donc, on commence, comme je vous l'ai dit, par la date de l'ordonnance, quelque chose de classique, date de l'ordonnance. Alors, l'infirmière qui fait le BSI, il n'y a pas besoin, puisque vous la faites via votre CPS. Le médecin prescripteur, la date. Donc, forcément, il y a des petites choses administratives qui vont être bloquantes. Je m'explique. Si vous dites que vous avez commencé à faire le BSI le 1er janvier alors que votre ordonnance date du 5 février, ça ne va pas marcher. Il faut que l'ordonnance des soins et donc du BSI à faire soit forcément au plus tôt le même jour que le BSI que vous commencez. Donc ça, déjà, c'est une chose. Ensuite, de manière administrative, s'il s'agit d'un médecin de l'hôpital, il vous est demandé de mettre le médecin traitant. Parce que bien évidemment, quand vous allez avancer dans votre quotidien avec votre patient, ce ne sera plus le médecin de l'hôpital ou du SSR qui va intervenir, ce sera le médecin traitant. Donc, il faut quand même l'informer. Ensuite, sur le plan administratif, il faut bien évidemment noter si votre patient, si on est dans le cadre d'une ALD, ou autre, parce que vous pouvez avoir quelqu'un de dépendant, une personne de plus de 90 ans, pour laquelle vous devez lui faire une toilette parce qu'elle s'est fracturée l'épaule ou elle a eu une prothèse de l'épaule, et on ne va pas être sur une dépendance ad vitam aeternam, mais sur une dépendance qui durera jusqu'à la rééducation. Donc là, votre patient, administrativement, la facturation ne va pas se faire en ALD, mais elle se fera au moyen de la mutuelle. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un de dépendant parce que c'est une situation dans le cas d'un accident du travail. Bon, pas de panique, je sais, on est sur les patients de plus de 90 ans, donc forcément, l'accident du travail, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. On est d'accord. Mais l'objectif du BSI, c'est de se retrouver d'ici quelques années pour tous les patients dépendants, quelle que soit l'origine de leur dépendance, voire même les enfants. Le second volet, c'est un volet qui traite de l'environnement. Votre patient est-il une famille? Votre patient est-il sous tutelle? La famille est-elle apte à comprendre les besoins? La famille est-elle apte à vous aider? La famille joue-t-elle son rôle? La famille trouve-t-elle que la situation est déjà beaucoup trop importante? Eh bien, tout ceci, vous allez pouvoir le mettre dedans. Alors, notamment, si vous avez des familles qui sont là, qui parlent beaucoup, qui ne sont pas aidantes, eh bien là, vous pouvez le noter. Aidant, présent, mais non aidant. Voilà. Ensuite, si votre patient est sous tutelle, eh bien ça, effectivement, il faudra le noter. Donc, l'environnement, famille, tutelle, vous devez pouvoir tout y mettre. C'est l'occasion de mettre aussi si votre patient est en SIAD. C'est l'occasion de mettre aussi si votre patient bénéficie d'une aide personnalisée, s'il bénéficie s'il bénéficie par exemple tout simplement d'une auxiliaire de vie.
si elle vient régulièrement, du NAPA. Hop. Donc, ça, c'est l'environnement, c'est la partie environnement. Et puis ensuite, on atteint la partie médicale. Et bien là, la partie médicale, j'ai envie de vous dire, c'est l'équivalent de nos transmissions quand on est à l'hôpital. Voilà, monsieur untel, on le prend en charge pour telle pathologie, on le prend en charge pour telle pathologie. Cette pathologie nous amène à l'hospitaliser. Pour l'instant, on le garde parce qu'on est en train de mettre en place des aides, parce qu'avec son AVC, on a vu qu'il a toute une hémiplégie droite. Du coup, on est en train de se renseigner avec la famille s'il peut retourner à la maison tel quel ou s'il faut un SSR, le temps d'organiser la reprise des soins. Donc là, pour l'instant, on est agitant de sa situation, mais on met en place ces choses. En fait, à l'hôpital, quand vous aviez ce type de transmission, eh bien, c'était vous, infirmière, cadre de soins, qui effectivement qui se chargeait d'appeler les, le service social. Et bien là, en fait, maintenant, le BSI nous redonne ce rôle central. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a besoin, et d'ailleurs vous le faites, on le fait tous, il y a besoin d'aide sociale, il y a besoin de portage des repas, on le fait. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une toilette, au début vous commencez à la faire, puis vous mettez un relais à pas, un relais SIAD. Mais tout ça pour toujours ce même objectif, permettre un maintien à domicile de votre patient. Et donc, le volet médical, donc on prend tous les soins de base. Donc, on va revoir tout. Et là, quand je vous dis soins de base, il faut que vous pensiez Virginia Anderson. Comment cette personne mange? Est-ce qu'elle est autonome pour manger? Comment cette personne respire? Comment cette personne comment cette personne, comment cette personne, si elle a des problèmes cardiovasculaires. Tout ceci, eh bien, vous allez pouvoir le détailler. Dans le volet administratif, vous voyez ce petit onglet où il y a marqué consentement du patient. On ne vous demande pas de signer, mais juste de dire à votre patient, ben voilà, aujourd'hui en 2021, pour communiquer avec la caisse et votre médecin traitant, on va utiliser le moyen de l'informatique. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour l'utiliser? Les patients ne vous disent jamais non. Donc, quand nous sommes sur ce volet de l'environnement et aussi du niveau médical, vous allez pouvoir évaluer la fragilité de votre patient. La fragilité, elle se trouve sur cette grille qui s'appelle la grille SEGA. J'aime bien dire que moi qui suis des années 80, mince, ça y est, je vous ai révélé mon âge, qui suis des années 80, il y avait une console de jeu qui s'appelait Sega et leur petit slogan, c'était Sega, c'est plus fort que toi. Et oui, Sega, c'est plus fort que nous parce qu'en fait, si vous avez un doute, comme je vous disais, ce patient, c'est vrai que je lui donne les médicaments. C'est l'auxiliaire de vie qui lui fait la toilette. Et puis oui, il y a le portage des repas. Et vous vous demandez, mais finalement, moi, mon intervention, c'est de la dépendance ou c'est de la maladie? Eh bien, commencez par répondre à cette grille de fragilité. SEGA, en anglais, c'est la Short Emergency Geriatric Assessment. C'est-à-dire que c'est un questionnaire qui traite tout simplement de votre personne âgée et qui évalue. Donc, en fait, au fur et à mesure que vous allez remplir, à la fin, vous avez patient très fragile ou patient pas fragile du tout. Donc, pour information, plus votre patient a de pathologie, plus il est fragile. Plus votre patient prend des médicaments, plus il est fragile. Plus votre patient a déjà fait des allers-retours à l'hôpital, plus il est fragile. Plus votre patient a chuté, plus il est fragile. Moins votre patient a d'aide à domicile, plus il est fragile. Moins votre patient a un entourage efficace, plus il est fragile. Donc vous voyez, la SEGA, c'est quelque chose que vous allez rentrer et qui va vous permettre de voir de manière objective la fragilité de votre patient. Ensuite, le poids-taille, comme je vous disais, dans les soins de base, si votre patient il est dénutri ou en obésité,
eh bien, vous rentrez le poids et la taille et vous avez tout de suite l'IMC de calculer. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'entourage, est-ce que la famille est aidante, oui ou non? Et comment et quelle est la volonté de votre patient de vouloir rester à la maison? Donc, je vous disais tout à l'heure que je vous ai parlé de tutelle, de protection. Eh bien, il faut savoir que le volet dépendance et personnes âgées a longtemps été l'objet de réflexions qui ont mené plusieurs parcours. Et donc, il faut savoir qu'il y a un parcours pour la personne âgée fragile et c'est le pas par pas. Et donc, quand vous faites un PPS, c'est-à-dire un plan personnalisé de soins, c'est tout simplement quand vous dites, eh ben, monsieur un tel, on y va, nous, le matin, on lui fait sa toilette, on lui donne les médicaments et l'auxiliaire de vie vient à midi pour lui faire chauffer son repas, l'aider à manger, lui donne son cardégique et nous, on repasse le soir pour les médicaments du soir et l'auxiliaire de vie le met en pyjama et le couche. C'est un plan personnalisé de soins. Et donc, en fait, c'est aussi si votre patient, il est en SIAD. Est-ce que votre patient, il a une association qui intervient? En fait, quand vous faites votre télédéclaration, vous dites véritablement quelles sont les personnes qui sont autour de vos patients et comment ils interviennent et est-ce que c'est suffisant? Parce que parfois, vous avez des personnes, leur enveloppe d'appât permet qu'il y ait 1 heure d'auxiliaire de vie par jour. Et cette heure d'auxiliaire de vie par jour, eh bien, s'ils doivent en avoir 2 ou les doubler, malheureusement, ils ne pourront pas mettre de leur poche cet argent qui manque. Et c'est là effectivement où nous, en tant qu'infirmières, eh ben, effectivement, on prend en charge, on s'organise autrement parce qu'on sait que financièrement, le patient ne pourra pas payer ses heures d'auxiliaire de vie en plus. Donc dans le volet médical, donc les soins de base, vous pensez Virginia Anderson et on revoit tous les besoins. Boire et manger, respirer, éliminer, la mobilité, la douleur. Ce sont ces grands volets. Et la partie intéressante dans ces volets que vous avez à remplir, c'est que si vous mettez que votre patient risque de chuter, ça va vous demander d'en faire l'évaluation, de faire cette évaluation du risque de chute. Et cette évaluation du risque de chute, ça sera un petit test qu'on appelle le test, le time up and go. Vous chronométrez votre patient pour voir combien de temps il fait pour aller de la pièce sur 3 mètres, faire demi-tour et de revenir. Bon alors attention, c'est pas un piège. Si votre patient a besoin de son déambulateur, vous lui laissez. S'il a besoin de sa canne aussi. C'est tout simplement pour le temps, pour chronométrer combien de temps votre patient met pour faire cet exercice. Et plus le temps sera long, plus il y a un risque de chute. Donc vous voyez, vous n'allez pas dire faire une télédéclaration avec un risque de chute si votre patient, effectivement, se lève, marche, fait demi-tour sans aucun problème et en moins de 30 secondes. Vous allez voir en fait que ce risque de chute augmente parce que votre patient met de plus en plus de temps, ne serait-ce que des fois pour se lever de son fauteuil. Les soins relationnels. Alors là, les soins relationnels, nombreux sont les infirmiers à dire: «Oui, c'est pas juste», quand on discute avec, l'entourage, notamment quand on est dans le cadre de soins palliatifs, malheureusement, c'est pas valorisé, on vient peut-être juste pour vérifier les paramètres de la PCA, mais on reste 45 minutes parce que la famille pleure, nous accompagne à la voiture. Eh bien là, vous pouvez le mettre. Les soins techniques, eh bien oui, tout ne se facture pas dans la dépendance, mais dans la télédéclaration du BSI, vous pouvez tout mettre, hein. Les lavements, les pansements simples. Moi, j'ai des patients, eh ben, ils ont tous les jours un pansement. Si c'est pas le genou qui dure 8 jours, eh ben, c'est le coude, bah, c'est très régulièrement. Et puis, il y a aussi nos fameux soins éducatifs. Quand vous devez expliquer à la famille, ben voilà, vous faites ci comme ça, notamment l'éducation face au diabète. Quand vous avez une ordonnance qui vous dit, ben d'éduquer votre patient pour la gestion de son diabète, et ben là, effectivement, il faut le mettre en place. Si vous devez éduquer un petit jeune pour, pour faire ses soins de stomie parce qu'il a une maladie de Crohn, eh bien effectivement, vous allez être dans le technique, vous allez être dans le relationnel
parce que vous allez devoir effectivement voir comment il supporte cette poche de stomie et vous allez être dans l'éducation. Donc, ce volet médical reprend en fait véritablement tout ce que l'on fait chez le patient. Donc, vous vous doutez bien qu'une télédéclaration du BSI, ben, ça prend un petit temps. Ça prend un petit temps, le temps de tout rentrer, de faire les évaluations. Mais la partie pratique, comme je vous disais, c'est que dans votre portable, vous pouvez avoir un BSI miniature via la calculatrice. Donc, quand vous arrivez au volet facturation, eh bien, c'est là que vous allez voir apparaître le degré de dépendance de votre patient. Est-ce que c'est une dépendance légère, BSA? Est-ce que c'est une dépendance intermédiaire, BSB? Ou est-ce que c'est une dépendance lourde, BSC? Il s'agit là d'une déclaration officielle des soins dans le cadre de la dépendance que vous faites. Et c'est là où je trouve que la CPAM nous donne cette liberté. C'est-à-dire que si, par exemple, votre patient, vous lui faites sa toilette le matin, organisation, c'est le plan de soins qui est comme ça, vous lui faites sa toilette le matin, son dextro, son insuline, et vous l'installez pour son petit déjeuner, pour être sûr qu'il ne soit pas en hypo. Ensuite, l'auxiliaire de vie passe le midi et le soir. Vous devez passer pour son diabète le midi et le soir. Eh bien, vos passages du midi et du soir ne seront pas des passages de dépendance, mais ce seront des passages de maladie. Donc là, c'est la partie, comme je dis, qui est délicate. C'est vraiment de vous poser dans le plan de soins de votre patient pour définir quels sont les passages qui sont dans le cadre de la maladie et ceux qui sont dans le cadre de la dépendance. Donc, dans la télédéclaration du BSI, vous n'allez déclarer que les passages dans le cadre de la dépendance. Et les passages dans le cadre de la maladie, vous les mettrez dans votre logiciel de facturation. Donc, c'est vraiment vous, infirmière, qui déterminez quels sont les passages qui sont dans le cadre de la maladie et ceux qui sont dans le cadre de la dépendance. Donc, pour être plus clair avec vous, dans les volets que vous allez remplir dans les soins de base, ceux qui vont véritablement impacter le degré de dépendance de votre patient, c'est le H, l'hygiène, c'est M, la mobilité, et E, l'élimination. Quelqu'un pour lequel vous ne faites pas de toilette ou qui n'est pas ou que vous ne stimulez pas pour faire sa toilette. Hop, hop, on a reperdu. Je vous remets la présentation. Ou qui donc au niveau de l'hygiène, vous n'intervenez pas. Il fait tout seul ou sa famille le fait. Quelqu'un qui, au niveau de la mobilité, n'a pas de risque de chute et quelqu'un qui n'a pas de problème de l'élimination, eh ben, dites-vous que ce sera un BSA. Mais quelqu'un pour lequel il y a les soins d'hygiène, il y a un risque de chute ou il est grabataire et qui est incontinent urinaire et fécal, donc avec une élimination augmentée pour laquelle vous intervenez, sera certainement un patient en BSC. Donc, dans le volet du BSI, dans le volet de facturation, eh bien, vous aurez tout de suite, en fait, ce qui va apparaître selon ce que vous aurez coché dans votre télédéclaration. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui déterminez quel est le degré de dépendance, mais véritablement des faits objectifs. Donc, quand vous refaites un BSI, c'est parce que la photographie initiale, donc du BSI initial de votre patient et la situation aujourd'hui, eh ben, vous avez une photographie qui est complètement différente. Par conséquent, il faut refaire une photographie. Donc, refaire un BSI, c'est que, ben voilà, moi j'avais dit que mon patient, effectivement, l'hygiène, je m'en occupais pas, il n'y avait pas de risque de chute et oui, il y avait une légère incontinence urinaire et fécale, donc je regardais les changes. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez à faire les soins d'hygiène, la personne, elle est dans son lit parce qu'elle est tombée, qu'elle ne se mobilise plus, eh bien, effectivement, vous refaites une photo de votre patient. Et donc là, dans ce cas-là, vous refaites un BSI. Donc, vous refaites une photo. S'il y a une aggravation ou s'il y a une amélioration,
ou s'il y a même la mise en place d'une aide supplémentaire. Vous pouvez bien commencer à faire les soins d'hygiène de votre patient et puis hop, arrivent des auxiliaires de vie, vous ne faites plus les soins d'hygiène, et bien effectivement, là, vous refaites la photo. Parce que vous déclarez aussi la charge en soins correspondant à votre patient. Donc oui, la déclaration doit refléter la réalité, sans quoi le financement sera revu par la Cour des comptes. Et c'est un petit peu donc ce qui nous est arrivé avec le fait que le BSI ait été décalé. Ils ont trouvé qu'en 2020, on avait beaucoup de patients en BSC. Mais oui, mais on a pris les patients les plus âgés. Donc si on a pris les patients les plus âgés, on a forcément pris les patients les plus dépendants. Mais si vous voulez, ce n'est pas le BSC qui est remis en cause, mais c'est effectivement leur enveloppe de financement. C'est pour ça que ça a été reporté, que le déploiement du BSI est reporté. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, les questions, les voici. Qui contacter si j'ai un souci pour la télédéclaration d'un patient? Si vous avez un souci pour la télédéclaration de votre patient, par exemple, vous avez sous-estimé, vous avez fait un BSA, vous recommencez votre BSI comme un BSI intermédiaire. La seule chose que je vous dirais, c'est à la rigueur de ne pas le facturer. Vous pouvez contacter la CPAM, mais si vous voulez, ils les gardent en copie, ils ne les regardent pas spécifiquement. Ça va être un indicateur pour eux pour analyser plus tard, en fait. Question numéro 2. Hop, alors là, faut pas que je perde les questions que m'envoie Soraya. Hop. La télédéclaration d'un BSI est-elle rétribuée par la CPAM? Oui, le BSI initial vous sera rémunéré 25 €. C'est d'ailleurs pour ça que c'est long, que vous mettrez sur votre logiciel métier DI 2,5. Vous pouvez faire des BSI autant que vous voulez. Par contre, on va vous en payer que 2 de plus. C'est-à-dire que sur une année, la première année, vous allez pouvoir faire le BSI initial, DI 2,5, 25 €. Et ensuite, vous pourrez faire 2 BSI intermédiaires facturables qui, eux, vous seront payés 12 €. L'année suivante, au bout d'un an, vous allez faire un BSI de renouvellement qui va vous être payé 12 €. Ensuite, alors on me dit: «Ah bah, quand même, c'est les mêmes items». En fait, la partie intéressante du BSI, c'est que quand vous devez le renouveler, quand vous devez faire un BSI intermédiaire, vous n'allez pas tout refaire. C'est-à-dire que vous n'allez changer que les items qui ont varié. C'est-à-dire que c'est comme si sur la photographie, vous voyez que, ah bah tiens, sur la photographie initiale, il n'y avait pas de risque de chute. Et bien là, vous allez changer et ne mettre que le risque de chute. Ou alors, c'est quelqu'un qui était entouré, il avait son mari, malheureusement, l'aidant meurt brutalement. Et bien là, vous allez juste modifier la partie qui traite des aidants. La question numéro 3, donc pour conclure, donc pour la question 2, donc vous avez 2 facturations, donc le BSI initial, DI 2,5, 25 € et tous les autres BSI que vous ferez seront 1,2 à 12 € parce que vous n'irez modifier et changer que les items qui ont varié. Question numéro 3. Dans le volet facturation, sont demandés le nombre de passages par jour et par semaine. Pouvez-vous nous expliquer cela? Est-ce qu'on ne note que les passages avec soins de dépassage uniquement, soins de dépendance uniquement, ou tous les passages? Donc dans la télédéclaration, pour répondre à votre question, dans la télédéclaration, il faut vraiment noter les passages en lien avec la dépendance. Je m'explique. Votre patient, il est dépendant pour sa prise médicamenteuse. Mais, si vous voulez,
c'est quelqu'un qui part en hôpital de jour, ce genre de choses et donc en fait, c'est quelqu'un, vous lui préparez un semainier et l'auxiliaire de vie alors dans des régions, les auxiliaires de vie ne touchent pas du tout aux médicaments. Dans d'autres, les auxiliaires de vie voient si la personne prend ses médicaments. Elles sortent la barrière journalière. Donc ça la barrette journalière. Cela signifie que, vous n'intervenez qu'une seule fois par semaine pour faire le semainier. Donc là, dans votre télédéclaration, vous allez télédéclarer pour votre passage dans le cadre de la dépendance, un passage par semaine et une fois par jour. Ensuite, vous avez des patients pour lesquels il faut des fois négocier la toilette. Donc là, vous allez dire, bon, bah, ce patient-là, on a réussi à négocier de lui faire sa douche 3 fois par semaine. Donc dans le volet de la facturation, vous allez déclarer que 3 fois par semaine, il y a un passage par jour dans le cadre de la dépendance. Donc si vous y allez les lundis, mercredis et vendredis pour la douche, eh ben effectivement, vous n'allez cocher que les lundis, mercredis, vendredis et donc ce seront des passages dans le cadre de la dépendance. Donc, pour vraiment, répondre à cette question, donc dans le volet facturation, vous notez vraiment que vos passages dans le cadre de la dépendance et de toute façon, les autres passages dans le cadre de la maladie, on les retrouvera, mais dans votre logiciel métier. La question numéro 4. Avez-vous des conseils pour réaliser la télédéclaration des soins réalisés par une remplaçante? Alors, la télédéclaration, il s'agit là pour les remplaçantes d'une évaluation. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui impacte le BSI. Hygiène, mobilité et élimination, et notamment les soins de base. Donc en fait, dans dans la calculatrice, vos remplaçantes n'auront que les soins de base que les soins relationnels, les soins techniques, éducatifs et donc du coup, elles iront directement au niveau, au degré. Donc en fait, votre collègue remplaçante, vous allez lui demander de remplir le BSI, via son téléphone et de vous transmettre les captures d'écran pour que vous voyez, ben, qu'est-ce qu'elle a mis, sur, par exemple, sur la photographie du risque d'escar, sur la photographie, de l'alimentation et donc là, effectivement, ben, vous, quand vous allez faire le BSI, vous pourrez vous appuyer sur les données que votre remplaçante vous aura données. Et après, libre à vous de voir avec votre remplaçante ben, comment vous la rémunérez par rapport au BSI qu'elle aura fait en fait avec vous, qu'elle vous aura aidé effectivement à faire. Donc là, c'est le conseil que je peux vous donner. La question numéro 5. Si ce n'est pas moi l'IDEL qui fait la toilette, mais une auxiliaire de vie, est-ce que je dois déclarer la toilette au BSI ou pas? Et si oui, est-ce que je dois signaler quelque part que ce n'est pas moi qui l'a fait? Donc tout d'abord, cette question est effectivement notre quotidien. Donc tout d'abord, cette auxiliaire de vie, elle intervient certes, mais vous lui laissez votre rôle propre, c'est-à-dire que vous voyez si tout s'est bien passé. Donc dans votre télédéclaration, vous devez dire que votre patiente a justement un plan personnalisé de soins avec l'intervention d'une auxiliaire de vie. Ensuite, du coup, pour l'auxiliaire de vie, donc vous allez le dire. Par contre, vous pouvez dire que vous avez planifié, c'est-à-dire que quand vous avez tous les volets, vous avez, soit vous faites, soit vous planifiez. Donc en fait, planifier, c'est déléguer. Et donc effectivement, donc l'auxiliaire de vie, si ce n'est pas vous qui effectuez les soins, eh bien si ce n'est pas vous qui effectuez les soins, vous ne pouvez pas mettre «je fais», mais que les soins, vous les avez planifiés. Mais ça, c'est si c'est vous qui avez mis en place l'auxiliaire de vie. Si l'auxiliaire de vie était déjà là avant vous, vous pouvez juste dire que cette dame a besoin d'une toilette et que, elle est faite par l'association et ce que je trouve bien dans cette télédéclaration, c'est que tout en bas, vous avez une case observation et donc là, vous pouvez écrire tranquillement: «Patiente dépendante pour la toilette, mais les soins d'hygiène sont effectués par une auxiliaire de vie». Question numéro 6.
6. Quelles seraient les priorités pour BSI? Alors, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir ce que vous voulez dire vraiment par cette question. Quelles seraient les priorités pour le BSI? Moi, dans ce que je peux comprendre, c'est ce que je vous ai montré. C'est que ce qui joue véritablement pour passer du BSA à BSB ou BSC, c'est l'hygiène, la mobilité et l'élimination. Si toutefois ce n'est pas ça votre question, je veux bien que vous me la reformuliez et Soraya va me le transmettre sans aucun problème. Question 7. Existe-t-il des formations pour le BSI? Et je peux vous répondre que oui, Santé Format Pro a mis en place une formation pour le BSI. Il y a même aussi des différents tutos. Donc oui, il y a des formations. Et d'ailleurs, je vous invite à faire cette formation parce que du coup, le BSI va aussi toucher à votre manière de facturer. Parce que les soins de dépendance, il y a le forfait, mais il y a les soins techniques qu'on fait aussi avec. Donc, le BSI, ça permet aussi de revoir la facturation. Donc oui, oui, avec Santé Format Pro, vous trouverez une formation pour le BSI. Question numéro 8. Le BSI ne concerne que les patients de plus de 90 ans. Oui. Pour l'instant, oui, et de toute façon, c'est verrouillé. Quand vous allez rentrer le numéro de sécurité sociale de votre patient et que pour ce patient, vous allez dire que vous allez vouloir faire un BSI, eh bien, ça vous dira patient non éligible. Moi, je m'étais dit, je vais me servir de ça pour anticiper. Eh bien non, le patient, c'est pas son anniversaire, c'est pas ses 90 ans, vous ne pourrez pas réaliser le BSI. La question numéro 9. Si une ordonnance de préparation de médicaments une fois par semaine, on peut faire un BSI. Si votre patient est éligible et qu'il a plus de 90 ans, oui. Parce que quand vous faites la préparation du semainier une fois par semaine, eh bien déjà, vous regardez si le semainier de la semaine d'avant a été pris correctement. Vous regardez la quantité des médicaments. Vous alertez la pharmacie s'il faut faire le renouvellement ou vous alertez la famille pour le renouvellement. Vous leur dites bien, ça va, on a assez de paracétamol ou on a suffisamment de ce qu'il nous faut de macrogol. Donc, vous voyez. Puis aussi, vous faites une surveillance clinique, prise de tension. Pour certains patients, vous les pesez, vous voyez avec eux un petit peu. Donc, effectivement, en même temps, vous pouvez faire un BSI si votre patient a plus de 90 ans. Oui. La question numéro 10. Que faire si le médecin ne répond pas quand on lui envoie le BSI? Eh bien, c'est là que la partie intéressante, c'est que l'absence de réponse du médecin n'est pas du tout bloquant. Le médecin n'a pas répondu, tant pis. C'est-à-dire que le médecin n'a pas répondu, les 5 jours sont passés, vous pouvez continuer. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme un contrôle technique. Vous amenez votre voiture faire un contrôle technique, le garagiste vous dit: «Écoutez, les plaquettes de frein ne sont pas bonnes, donc ça invalide le contrôle technique». Vous pouvez faire des roulades, vous rouler par terre et pas être content. Le fait est que, le contrôle technique ne sera pas validé. Alors là, dans le cadre du BSI, si vous avez déclaré que cette personne a des risques de chute, que c'est prouvé par les tests que vous avez faits, qu'elle est alitée, qu'il y a des risques d'escar, que vous avez déjà traité un escar, je vois pas pourquoi il serait voilà. Mais on peut comprendre que les médecins soient débordés et ne regardent pas. Donc c'est pas pour autant que ça doit nous pénaliser. Combien de temps avons-nous passé auprès des secrétariats pour faire signer nos démarches de soins? Et bien là, au moins avec le BSI, on a gagné du temps. On a gagné du temps. Alors, je vois que nous avons encore des questions. La question numéro 5. Est-ce qu'on a des nouvelles pour le déploiement du BSI en dessous de 90 ans? Eh bien, je suis comme vous, je suis dans l'expectative de savoir ce qui va en être réellement. Donc, du coup, la Cour des comptes s'est repenchée, ça va ramener des négociations avec nos représentants syndicaux qui vont effectivement devoir retourner à la table des négociations par rapport au BSI. Voilà. Alors, eh bien, Soraya me dit que nous avons fait le tour de toutes les questions. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Et vous savez,
ce sujet-là sur BSI, hem, eh bien, vous voyez, on est déjà en train de parler de l'environnement, en fait, conventionnel de notre profession. La nomenclature a été rédigée depuis 1970. Le BSI a été, avait la démarche de soins. La démarche de soins n'a pas eu un grand succès, donc le BSI nous a été imposé et en fait, en ce moment, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que, de 1970 où on a mis la NGAP, eh bien les soins, par exemple, pour le patient diabétique insulinotraité, ce n'est arrivé que dans les années 1993 et pourtant les patients diabétiques, il y en avait avant. Ce que je veux vous dire, c'est que, il y a vraiment cette volonté, grâce aux représentants syndicaux et ben, de rattraper, en fait, le décalage qu'il y a entre ce que l'on fait, nous, au domicile et bah, comment on peut facturer les choses. Donc c'est pour ça qu'il y a des avenants, qu'il y en a de plus en plus, parce que notre convention est amenée, ben, à bouger, est amenée à effectivement, un petit peu, comment dire? Progresser et à rattraper le temps perdu. Donc si toutefois, ben, ce petit webinaire vous a intéressé par rapport au BSI, eh bien vous êtes les bienvenus pour le webinaire de demain où je vais traiter, ben, avec ceux qui seront déjà inscrits, sur justement l'avenant numéro 6. Justement comment les facturations vont un petit peu changer et comment ça impacte effectivement notre, profession. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir rassuré sur le BSI. Le BSI est quelque chose qui nous remet au centre dans le contexte, le lien avec la famille, le lien avec les mairies, les liens avec les œuvres sociales. Eh bien, effectivement, c'est ce que l'on fait au quotidien. Et moi, j'étais contente qu'on nous ait créé, alors oui, c'est pas parfait, mais qu'on nous ait créé quand même un document officiel qui permette de montrer notre rôle central, qui permet donc d'être une pièce maîtresse dans la santé publique pour que les patients restent le plus longtemps au domicile. Parce que ça, c'est une volonté de la santé publique, qu'un maximum de personnes ben, restent au domicile et soient moins hospitalisées. Et donc, bien évidemment, il y a besoin de nous, en fait, en tant qu'infirmières. Eh bien, écoutez, je lis les commentaires que vous avez laissés à Soraya. Eh bien, je suis très contente parce que pour moi, c'était une première d'animer un webinaire. Bah, que vraiment, je suis contente si ça a répondu à vos questions, si vous avez trouvé ça intéressant et surtout si ça vous a encouragé davantage à garder votre blouse d'infirmière libérale. Donc vraiment, vous nous retrouverez, bah, vous me retrouvez moi demain. Toute cette semaine, donc voilà, il y a ces moments de congrès. N'hésitez pas à appeler Santé Format Pro qui pourront vous proposer donc toutes leurs formations et c'est vraiment un groupe qui a à cœur d'utiliser des professionnels sur le terrain pour vous former et ça, c'est intéressant parce que, eh bien, vous n'êtes pas du tout, comment dire? Bah, ce n'est pas des bureaucrates qui vous disent: «Bah, faut faire ci, comme ça». Non, j'ai testé le BSI, j'en fais et moi, du coup, je trouve vraiment que ça m'a valorisée en tant qu'infirmière libérale et résultat, je fais de meilleures démarches de soins infirmiers. Donc n'hésitez pas à vous former parce que vraiment, c'est la formation qui rendra pérenne notre profession. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Vraiment, j'espère que vous avez retenu beaucoup. C'était 1 heure, c'était intense et j'espère que les supports vont vous permettre de vous souvenir de tout ça. Eh bien, écoutez, il est 14h30. Voilà, c'est l'heure de clôturer notre moment, ensemble et à ceux qui viendront demain, eh bien, écoutez, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi. Au revoir et à bientôt.